Quand j'ai pris le téléphone pour demander à mon fils Max la date de son mariage, ma belle-fille Lena m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire glacial: « Oh, nous nous sommes déjà mariés hier, nous n'avons invité que les personnes spéciales. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Personnes spéciales. Moi qui pendant 3 ans avais payé leur loyer mensuel de 500 $, acheté chaque meuble de leur maison et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je suis resté là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait 1000 livres, regardant mon fils éviter mon regard, pendant que Lena s'installait confortablement sur le canapé que j'avais acheté pour eux. La robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage pendait inutilement dans mon placard, avec les chaussures neuves et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon unique fils. J'avais dépensé 200 $ pour cette robe, pensant à quel point je serais belle sur les photos de mariage de Max, photos sur lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais planifié chaque détail. J'avais mis de l'argent de côté pour leur donner 1000 $ en cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'il pourrait venir célébrer avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés. Seulement les personnes spéciales. Max a finalement levé les yeux et m'a dit d'une voix qui semblait répéter: « Maman, c'était un truc intime, très petit, juste nous deux et les témoins. » Je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Lena poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Lena que j'avais aidé à financer avec les 800 $ que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai vu tout ce que je n'étais pas censé voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Lena m'a appelé avec une voix complètement différente. Elle n'était plus la femme confiante qui m'avait exclu de son mariage. Maintenant, elle semblait désespérée, presque suppliante. « Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si on ne paie pas cette semaine, il va nous expulser. Tu as oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait légèrement, comme si le monde touchait à sa fin. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, me rappelant toutes les fois où j'avais couru à la banque pour faire ce virement. Toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'ils avaient un toit. Toutes les fois où j'avais mangé des haricots et du riz pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs désirs. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si de rien n'était. « Lena, » j'ai dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je ne t'avais pas prévenu que je n'aidais que les personnes spéciales. » Le silence à l'autre bout du fil était si profond que j'entendais mon propre cœur battre. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. « Renate, je ne comprends pas, » a-t-elle bégayé. « Nous avons toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une deuxième mère pour moi. » Mensonges, tout des mensonges. Enveloppée dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée. Pour la lune de miel, pour les bagues que j'avais aidé à financer sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où elles seraient échangées. Pendant tant d'années, j'avais eu cette sensation constante de marcher sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère obligeante, le soutien silencieux qui ne protestait jamais quand il me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seulement les personnes spéciales, a réveillé quelque chose en moi qui était en sommeil depuis bien trop longtemps. J'avais calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux pendant ces 3 ans. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, c'était plus de 20 000 $. 20 000 $ que j'avais pris de ma retraite, de mes économies, de l'argent que mon défunt mari avait laissé
pour que je puisse vivre mes dernières années en paix. Et à quoi tout cela avait-il servi? À être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation silencieusement endurées. J'ai pleuré pour toutes les fois où il m'avait fait sentir que mon amour était un fardeau, ma présence une gêne, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère folle que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue, essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme dispensable. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levé et me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués que toujours, les mêmes rides qui racontaient des histoires d'années à donner de l'amour sans en recevoir en retour. Mais il y avait autre chose dans mon regard. Une dureté que je ne reconnaissais pas. Une détermination qui avait été enterrée sous des années de conformité. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé du café, comme je l'avais fait tous les matins pendant 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone dans l'attente d'un message de lui s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, ma première préoccupation de la journée, c'était moi. Je me suis assise à la table où j'avais si souvent planifié des surprises pour eux, compté des billets pour leurs dépenses et pleuré silencieusement quand ils me traitaient avec indifférence. Maintenant, cette table allait être témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à faire les comptes. Je voulais voir en chiffres exacts l'étendue de ma propre folie. Le loyer mensuel de 500 $ multiplié par 36 mois faisait 18 000 $. La nourriture et les provisions, environ 200 $ par mois, faisaient encore 7 200 $. Les cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de mariage, au moins 3 000 $. Les urgences médicales de Lena, 800 $. Le prêt de voiture qu'ils ne m'ont jamais remboursé, 2 500 $. La réparation du climatiseur dans leur appartement, 600 $. Les meubles du salon, 1 200 $. 33 400 $. Telle était la somme exacte de ma générosité. 33 400 $ que j'avais gaspillé de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies que j'avais mises de côté, sou par sou, pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent, jeté par la fenêtre, pour maintenir le confort de deux adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné, et j'ai vu le nom de Max sur l'écran. Normalement, mon cœur se serait emballé en courant répondre, espérant qu'il s'excuserait enfin et expliquerait que tout n'était qu'un malentendu. Mais cette fois, je l'ai laissé sonner, une fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, il est devenu silencieux et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Lena. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis, un SMS est arrivé de Max. « Maman, s'il te plaît, réponds. On a besoin de parler. » J'ai effacé le message sans répondre. À 2 heures de l'après-midi, j'ai décidé d'aller me promener. Je ne l'avais pas fait depuis des mois, sans un but précis, sans une course liée à eux. C'était toujours la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose dont ils avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Lena. Aujourd'hui, je suis allé me promener, juste parce que j'en avais envie. J'ai marché devant le parc où j'avais souvent emmené Max, enfant. Je me suis souvenu de ce doux garçon qui me serrait fort et disait que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique avec des sentiments? Quand avais-je commencé à confondre l'amour et l'argent? Quand avais-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils? À la banque, où j'avais si souvent fait des virements automatiques, je me suis arrêté devant la porte. Le directeur de la succursale
Monsieur Klein m'a vu à travers la vitre et m'a fait signe. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements à Max et Lena. Il avait vu mon compte se vider, mois après mois, pour remplir le leur. Je suis entré et je me suis dirigé directement vers son bureau. Monsieur Klein, je lui ai dit, j'ai besoin d'annuler les virements automatiques que j'ai programmés. Il m'a regardé, surpris. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. Êtes-vous sûre, Madame Richter? Oh, s'est passé quelque chose? Son inquiétude était sincère, plus sincère que l'intérêt que Max m'avait montré ces derniers mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement ouvert les yeux, ai-je répondu. Je veux tout annuler et je veux aussi des informations sur la façon de protéger mes comptes. Je ne veux plus que quelqu'un d'autre ait accès à mon argent. Pendant que Monsieur Klein traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Max, Lena, Max encore. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai éteint le téléphone complètement. Madame Richter, a dit Monsieur Klein en me tendant les papiers. Je m'excuse de m'immiscer, mais pendant toutes ces années, je vous ai vu être très généreuse avec votre famille. J'espère que vous n'êtes pas sous pression pour faire ces changements. Ces mots m'ont profondément touché. Cet homme, qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires, montrait plus d'inquiétude véritable pour mon bien-être que mon propre fils. Je ne suis pas sous pression, Monsieur Klein. Au contraire, j'ai enfin cessé de me mettre la pression moi-même. Quand j'ai quitté la banque, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais laissé un énorme fardeau dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent était entièrement le mien. Je n'avais aucune obligation financière envers des gens qui me voyaient comme une ressource au lieu d'une personne. Je suis rentré chez moi et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites pour plaire à Max et Lena. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser de l'argent pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les passe-temps que j'avais abandonnés parce que chaque dollar dépensé pour moi était $1 de moins pour leurs besoins. En arrivant chez moi, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Max, celle de Lena et une que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison, à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient les clés. Je leur avais donné les clés parce que je leur faisais confiance. Parce que je pensais qu'un jour, ils prendraient soin de moi, comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Il était temps pour la première vraie confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Max était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Lena faisait les 100 pas, comme un animal en cage. Et un homme plus âgé que je ne connaissais pas était en train de parcourir des papiers sur ma table de salle à manger. Mes papiers. Mes documents personnels. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé, d'une voix qui a sonné, plus forte que ce à quoi je m'attendais. Les 3 m'ont regardé comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. Lena a été la première à parler, et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. « Renate, Dieu merci, tu es là, on a besoin de parler. Monsieur Fischer est du cabinet d'avocats que nous avons consulté au sujet de ta situation. » Ma situation? La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surprise. Quelle situation? Je vais parfaitement bien. Max a finalement levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui appartenaient autrefois à un enfant innocent et qui ne reflétaient maintenant que la panique financière. « Maman, nous sommes allés à la banque et ils nous ont dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Klein nous a expliqué que tu as aussi bloqué notre accès à tes comptes. On ne comprend pas pourquoi tu as fait ça. » Fischer, un homme d'une 50aine d'années en costume gris et avec un sourire qui n'inspirait pas confiance,
s'est approché de moi avec une main tendue. Madame Richter, je suis Maître Fischer, avocat en droit de la famille. Vos enfants sont préoccupés par votre bien-être mental et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je n'ai pas serré sa main. Au lieu de cela, je suis allé directement à ma table de salle à manger et j'ai ramassé tous mes documents qu'il avait examinés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les regarder sans mon consentement. Maman a interrompu Max avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. On s'inquiète pour toi. Ton comportement a été très étrange dernièrement. D'abord, tu nous coupes financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. On pense que tu as peut-être besoin d'aide professionnelle. Lena s'est approchée et a essayé de prendre ma main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. Renate, chérie, on sait que tu es sous beaucoup de stress. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. À ton âge, les épisodes de confusion sont normaux. Le mot « confusion » a résonné dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Maintenant, je comprenais pourquoi ils avaient amené l'avocat. Il ne s'agissait pas de m'aider, il s'agissait de me déclarer mentalement incompétente et de prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'il n'invitait que les personnes spéciales à leur mariage était maintenant en train de me traiter comme une vieille femme sénile. Je ne suis pas confuse, j'ai dit, avec une fermeté qui a fait taire tout le monde. J'ai les idées plus claires que je ne les ai eues depuis des années. Et vous allez quitter ma maison immédiatement. M. Fischer est intervenu avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent quand ils veulent paraître raisonnables. Madame Richter, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils croient que votre capacité à prendre des décisions financières est altérée. Ils ont documenté plusieurs comportements inquiétants. Comportements inquiétants. Le rire qui est sorti de ma gorge était rauque, presque cruel. Comme quoi, décider que mon argent m'appartient? Décider de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme des ordures? Lena a bondi, comme si je l'avais giflé. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as nous appartiendra de toute façon, un jour. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. Voilà la vérité, nue et sans phare. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte et ils ne faisaient que collecter leur héritage à l'avance. Peu importait qu'il me reste 70 ans ou 70 jours. Pour eux, j'étais juste un distributeur automatique sur pattes qui était devenu problématique. Dehors. Et je dis, en montrant la porte, vous sortez, tous les trois, de ma maison. Max s'est levé avec ce visage de colère enfantine qu'il faisait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas juste partir. On a des obligations. Le loyer, les paiements de la voiture, la carte de crédit que tu as co-signée. Tu ne peux pas juste nous couper du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ma voix s'est élevée pour la première fois de toute la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli un réfrigérateur dans une maison où je n'étais pas la bienvenue. J'ai financé une vie qui n'avait clairement pas de place pour moi. Monsieur Fischer a pris un dossier de sa mallette et l'a posé sur ma table. Madame Richter, nous avons préparé quelques documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Max et Lena de gérer vos finances plus efficacement. Ce serait juste temporaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier et sans même l'ouvrir, je l'ai jeté directement à la poubelle. La seule transition qui va se produire ici est la vôtre vers la porte d'entrée. Lena a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de frustration, de rage contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, Renate. On comptait sur toi. On a fait des plans basés sur ton soutien. On a acheté des choses. On a pris des obligations financières parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur toi. Des obligations basées sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé
que mon argent est mieux utilisé dans ma propre vie, je suis soudain une vieille femme confuse qui a besoin d'une tutelle légale. Max a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai fait un pas en arrière. Il n'était plus le garçon qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable, financée par d'autres. « Maman, on a fait des erreurs », a-t-il dit d'une voix qui se voulait pleine de remords. Le mariage était un malentendu. Lena était nerveuse. J'étais sous pression. On peut arranger ça si tu redeviens juste raisonnable. Raisonnable, le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable, c'est continuer à payer pour votre vie pendant que vous me traitez comme une étrangère. C'est faire semblant que ça ne fait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon unique fils. M. Fischer a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui est habitué à ce que ses propositions soient rejetées. Madame Richter, ce n'est pas terminé. Votre famille a des options légales. Si vous prenez effectivement des décisions irrationnelles en raison de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une tutelle. Ces mots ont été comme un coup. J'ai réalisé que ce n'était pas juste une visite familiale manipulatrice. C'était une véritable menace légale. Il voulait me déclarer incompétente pour gérer mes propres affaires. Monsieur Fischer, dit en le regardant droit dans les yeux, je vous suggère de faire vos recherches de manière approfondie avant de menacer une femme de 71 ans qui a géré ses finances sans faute pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après la mort de son mari, qui a tenu une maison et travaillé honorablement jusqu'à la retraite, et qui jusqu'à la semaine dernière subvenait financièrement aux besoins de 2 adultes tout à fait capables. Lena a cessé de pleurer et m'a regardé avec une froideur qui a finalement montré son vrai visage. Ça ne va pas en rester là, Renate. On a aussi des droits et des avocats. Parfait, ai-je répondu. Engagez tous les avocats que vous voulez. Avec votre propre argent, bien sûr, parce que le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices légaux. Les 3 se sont dirigés vers la porte avec la dignité blessée des gens qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Max s'est tourné vers moi une dernière fois. « Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas te retrouver seule, sans personne pour prendre soin de toi quand tu en auras vraiment besoin. » Max, ai-je dit avec une profonde tristesse, mais aussi avec une clarté cristalline. Je suis déjà seul. La différence, c'est que maintenant, c'est par mon propre choix, et non par votre négligence. En fermant la porte derrière eux, je suis resté dans mon salon, entouré du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, mais ce n'était pas par tristesse ou par regret, mais par l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis resté éveillé dans mon lit, planifiant mes prochaines étapes comme un général préparant une bataille. Si Max et Lena voulaient se battre, je leur donnerais une guerre. Mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, et non avec émotion. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillé et prêt à partir. Mon premier arrêt était le bureau de l'avocat, Monsieur Weber. Un homme que j'avais rencontré il y a des années lorsque je gérais le testament de mon mari. Contrairement à Madame Fischer, que Max et Lena avaient amené, Monsieur Weber avait une réputation impeccable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. Madame Richter, m'a-t-il dit alors que j'expliquais la situation. Ce que vos enfants ont tenté de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. C'est ce qu'on appelle l'abus financier des personnes âgées, et c'est un crime fédéral. Le fait qu'ils soient entrés chez vous sans permission et aient examiné vos documents privés constitue également une violation. Ces mots m'ont à la fois calmé et inquiété. Ils m'ont calmé car ils confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était véritablement abusif. Ils m'ont inquiété car je réalisais que la situation était plus grave que je ne l'avais pensé. Nous devons tout documenter, a poursuivi M. Weber. Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont mis la pression pour de l'argent. Nous allons également changer votre testament
pour protéger vos biens contre de futures tentatives de manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner mes relevés financiers. Monsieur Weber a sifflé en voyant la somme totale. 33 400 $ en 3 ans. Madame Richter, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. Au lieu de cela, vous avez financé complètement la vie de 2 adultes qui ne vous ont même pas respecté assez pour vous inviter à leur mariage. En quittant le bureau de Monsieur Weber, j'avais un plan complet. Premièrement, je changerai toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, j'installerai un système de sécurité avec caméra pour me protéger contre de futures visites surprises. Troisièmement, vous n'avez pas beaucoup pour moi d'essayer de penser un peu plus. J'ouvrirai un nouveau compte bancaire dans une autre banque où il n'avait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais reportée pendant des années. Mon prochain arrêt était la quincaillerie. Le propriétaire, Monsieur Sommer, me connaissait depuis des années car j'achetais toujours des choses pour réparer l'appartement de Max et Lena. Cette fois, c'était différent. Madame Richter, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Une autre urgence avec votre fils? A-t-il demandé avec la familiarité d'une personne qui avait silencieusement été témoin de ma générosité gaspillée. Non, Monsieur Sommer. Cette fois, c'est pour ma propre maison. J'ai besoin de changer toutes les serrures et je les veux de la meilleure qualité. Il m'a regardé, surpris, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Ethan, qui installait des systèmes de sécurité, est passé. C'était la providence en action. Ethan, je lui ai dit, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de surveillance, le système complet. Le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Lena qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre car j'avais bloqué son numéro après la confrontation de la veille. Renate, c'est Lena, s'il te plaît, ne raccroche pas. On a besoin de parler comme des adultes civilisés. Parle, ai-je dit sèchement. Écoute, je comprends que tu sois en colère à propos du mariage. C'était une erreur. Max et moi en avons parlé et nous voulons nous rattraper. Que dirais-tu de faire un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On peut le faire chez toi. Cuisiner ensemble, comme avant. La manipulation dans ces mots était si évidente que j'ai presque dû rire. Lena, combien de loyers devez-vous exactement? Le silence à l'autre bout a confirmé que j'avais touché un point sensible. Eh bien, ça fait 2 mois. 1000 $ au total. Mais je n'appelle pas juste pour ça, Renate. On s'ennuie vraiment de toi dans nos vies. Tu t'ennuies de moi ou de mon argent? Ai-je demandé directement. Des deux, a-t-elle répondu avec une honnêteté surprenante. Renate, je ne vais pas te mentir. Oui, on a besoin de ton aide financière. Mais on t'aime aussi, tu es importante pour nous. Si je suis si importante, ai-je dit, pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être à ton mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel qui ne demande pas d'argent? Quelle est la dernière fois où tu m'as appelé juste pour me demander comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions, toutes les deux, la réponse. Jamais. Lena, je vais t'expliquer ça une seule fois. Pendant 3 ans, tu m'as traité comme un distributeur automatique avec des sentiments. Tu m'as utilisé. Tu m'as ignoré. Tu m'as humilié. Et finalement, tu m'as insulté de la pire façon possible. Maintenant que l'argent s'épuise, tu découvres soudainement que tu m'aimes. Renate, s'il te plaît. Je l'ai coupé. Il n'y a pas de s'il te plaît. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez spécial pour être à ton mariage. Maintenant je fais le mien. J'ai raccroché et éteint le téléphone complètement. Je ne voulais plus d'interruption dans ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allé au salon de beauté où je n'étais pas allé depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi devenait une urgence pour eux. Madame Richter, a crié Cynthia, ma coiffeuse préférée. Quelle surprise!
Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. J'ai juste oublié que je mérite aussi d'être choyée. Je me suis offert le traitement complet. Coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans me sentir coupable. Pendant que Cynthia travaillait sur mes cheveux, elle m'a parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Max et Lena. « Vous êtes belle, Mesdames Richter », a-t-il dit quand elle a eu fini. « Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Quelque chose de bien s'est-il passé ? » « Oui, Cynthia, j'ai finalement appris à dire non. » Quand je suis rentré chez moi cet après-midi-là, il y avait une voiture devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé un instant, pensant que Max et Lena étaient peut-être revenus avec des renforts, mais en m'approchant, j'ai vu une femme plus âgée assise sur les marches de mon Porsche. « Madame Richter » a-t-elle demandé en sortant de la voiture. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ? Je suis Eleanor Brooks. Je vis à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous, et je me suis inquiété. Est-ce que tout va bien ? » Son inquiétude sincère m'a profondément touché. Voici une étrangère qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. « Entrez, Madame Brooks, je vais vous faire un café, et je vais vous raconter une histoire que vous ne croirez pas. » Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Eleanor a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai fini mon histoire, ses yeux étaient remplis de larmes. « Madame Richter, » a-t-elle dit, « vous avez fait la bonne chose. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma fille il y a 5 ans. J'ai aussi cru que c'était mon devoir de financer sa vie d'adulte. J'ai aussi cru qu'ils ne m'aimeraient pas si je ne leur donnais pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé l'argent quand j'ai réalisé qu'ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au début, ça a été terrible. Ils m'ont menacé, m'ont fait du chantage émotionnel, ont essayé de me faire sentir coupable. Mais après 6 mois, ma fille a appelé pour s'excuser sincèrement. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour et non sur l'argent. Ces mots m'ont donné de l'espoir et ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pensez-vous que Max et Lena comprendront un jour? Mais peut-être oui, peut-être non, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Madame Richter. Votre responsabilité maintenant est de vivre votre propre vie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis couché sans m'inquiéter de savoir si Max et Lena avaient de l'argent pour le loyer, pour la nourriture, pour leurs caprices. Je me suis couché en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain, Ethan et Monsieur Summer sont arrivés à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner de numéros inconnus. Lena essayait toujours de me contacter depuis différents téléphones. Mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. Madame Richter, a dit Ethan en installant les caméras. Ce système va vous donner une tranquillité d'esprit absolue. Vous pouvez voir depuis votre téléphone qui vient chez vous même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre sans permission, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais ça ne faisait plus aussi mal qu'avant. C'était simplement une mesure pratique pour maintenir ma nouvelle paix. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Appeler ma sœur Diana à Chicago. Nous avions perdu le contact parce que chaque fois que nous parlions, je lui racontais les succès de Max et Lena, combien d'argent j'avais dépensé pour eux, à quel point j'étais fier de pouvoir les aider. Je réalisais maintenant que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles de famille. « Renate » a répondu Diana, surprise. « Ma sœur, comment vas-tu? Nous n'avons pas parlé depuis des mois. »« Je vais bien, Diana. Mieux que bien. Je t'appelle pour te dire que j'ai finalement repris mes esprits.
Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper le financement. Diana m'a écouté en silence. Et quand j'ai fini, sa réponse m'a surprise. Renate, ma sœur, il était temps. Chaque fois que nous parlions, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de combien d'argent tu leur donnais. Comme si l'amour pouvait être mesuré en dollars. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que Max ne parlait jamais amoureusement de toi quand je le voyais lors des réunions de famille. C'était toujours « ma mère m'a aidé avec ça » ou « ma mère m'a acheté ça », mais jamais « ma mère me manque » ou « j'aime ma mère ». C'était comme si tu étais un fournisseur de services, pas une personne. Ces mots ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire. Comme quand un médecin nettoie une plaie infectée. Ça fait mal, mais ça fait partie de la guérison. Partie, tu sais quoi d'autre j'ai remarqué? A poursuivi Diana. Lena parlait toujours de toi au futur. Quand Renate ne sera plus là, on pourra rénover sa maison, ou quand on héritera, on investira dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient que tu meurs pour vraiment vivre. Cette révélation m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur automatique. Ils me voyaient comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Pendant que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir parlé avec Diana, je me suis assise dans ma cuisine, traitant toutes ces informations. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment. 35 ans à élever mon fils, seul, après la mort de mon mari. Et 3 ans à financer 2 adultes, qui me voyaient comme un obstacle, à 33 400 $. La sonnette a retenti, et sur les nouvelles caméras, j'ai vu que c'était Eleanor, avec une tasse à la main. J'ai ouvert la porte, et elle m'a tendu un café, fraîchement infusé. Je pensais que vous auriez peut-être besoin de compagnie, après tout ce que vous m'avez raconté hier, a-t-elle dit, avec ce sourire sincère, que j'avais déjà appris à apprécier. Nous nous sommes assises, dans mon salon, et Eleanor m'a raconté plus de détails sur sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement la même chose que Lena vous dit. Tu es comme une deuxième mère pour moi. Nous sommes spéciaux pour toi. Tout sera à nous, un jour, de toute façon. Ce sont des phrases répétées. Madame Richter. Ils les apprennent dans le manuel de la manipulation émotionnelle. Pensez-vous qu'un tel manuel existe? Seulement et plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais on dirait que tout le monde lit le même livre. Le chapitre 1 est faire en sorte qu'elle se sente indispensable. Le chapitre 2 est créer des urgences financières constantes. Le chapitre 3 est quand elle résiste, remettre en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas aussi prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir coupé l'argent? Ai-je demandé à Eleanor. Chaque jour, pendant les 3 premiers mois, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû prendre un 2e emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et a commencé à chercher du travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et plus important encore, ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des années. Visiter la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller, parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent, ou parce que le prix du taxi était mieux investi dans une de leurs urgences. Le cimetière était calme et beau. La tombe de Robert avait l'air un peu négligée, car je n'étais pas venu la nettoyer depuis des mois. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale, et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Robert, mon amour, je crois que je me suis perdu pendant un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie sur Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant que d'une manière ou d'une autre, il grandirait sans père. Mais je crois qu'en cours de route, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent a soufflé doucement, et pendant un instant,
J'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je ne voulais pas le voir. Sa femme est, eh bien, tu sais comment elle est. L'argent que tu as laissé pour que je vive paisiblement, je l'ai dépensé pour prendre soin d'eux. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des neuves, et je suis resté là pendant 1 heure de plus, profitant simplement de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé de rentrer à la maison pour résoudre une crise pour Max et Lena. Quand je suis rentré chez moi, il y avait à nouveau 3 voitures garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais préparé. Les caméras m'ont montré que c'était Max, Lena et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Tout le monde semblait agité, parlant entre eux et pointant ma maison du doigt. Je ne suis pas sorti de la voiture. Au lieu de cela, j'ai appelé Monsieur Weber, mon avocat. Maître Weber, ils sont à nouveau chez moi. Cette fois, ils ont amené plus de gens. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Madame Richter. J'arrive tout de suite et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance restrictive temporaire. Ils ne sont pas autorisés à se trouver sur votre propriété. Quelques minutes plus tard, Monsieur Weber et 2 voitures de patrouille de police sont arrivées. J'ai regardé les officiers parler à Max et Lena. J'ai vu mon fils gesticuler avec colère. J'ai vu Lena pleurer à nouveau, mais cette fois ses larmes ne m'ont pas ému. L'un des officiers s'est approché de ma voiture. « Madame, vous pouvez sortir en toute sécurité. Vos visiteurs vont partir immédiatement. » En sortant de la voiture, Max m'a crié depuis la rue. « Maman, c'est ridicule, on est ta famille. Tu ne peux pas appeler la police pour ton propre fils. » « Max, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. La famille ne menace pas de procès pour incompétence mentale. La famille ne s'introduit pas dans les maisons sans permission. La famille ne traite pas ses mères comme des distributeurs automatiques. Lena a crié de l'autre côté de la rue. « Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. On a des factures que tu as co-signées. Tu ne peux pas juste nous abandonner comme ça. » Monsieur Weber est intervenu. « Madame Brooks, toute communication future doit passer par mon bureau et je vous suggère de consulter un avocat avant de faire des menaces de recouvrement, car ma cliente a une documentation complète de tous les paiements qu'elle a effectués volontairement pendant 3 ans. » Je les ai regardés s'éloigner dans leur voiture, vaincus, mais pas résignés. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiante. J'avais une aide professionnelle. J'avais le soutien émotionnel d'Eleanor. Et plus important encore, j'avais la clarté mentale sur ce qui était juste et ce qui était mal. Cette nuit-là, Eleanor m'a invité à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille qui était en visite, et j'ai pu voir de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Ils se parlaient avec respect, se demandaient sincèrement des nouvelles de la vie de l'autre, et riaient ensemble. La fille n'a pas demandé d'argent une seule fois de toute la soirée. Je voulais ça avec Max aussi, ai-je avoué à Eleanor après le départ de sa fille. Et peut-être que vous l'aurez un jour, a-t-elle répondu. Mais d'abord, il doit apprendre que vous êtes une personne qui mérite le respect, pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couché en étant optimiste quant à l'avenir. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Les caméras de surveillance me montraient que Max et Lena passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement. Parfois, ils se garaient quelques minutes, mais sans sortir. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour leur prochain coup. Monsieur Weber m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites. Alors je tenais un registre détaillé avec la date et l'heure. Leur persistance jouera en notre faveur, avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après que nous leur ayons dit de ne pas approcher, cela renforce notre dossier pour une ordonnance restrictive permanente. Le vendredi matin,
J'étais tranquillement en train de prendre mon petit déjeuner lorsque la sonnette a retenti. Les caméras m'ont montré une jeune femme, très bien habillée, avec un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une visite sociale. « Bonjour, Madame Renate Richter », a-t-elle dit en ouvrant la porte. « Je suis une enquêtrice sociale du Bureau des services aux aînés. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous pourriez être en situation de risque et nous devons effectuer un contrôle de bien-être. » Mon sang s'est glacé. Max et Lena avaient fait monter la situation d'un cran. Ce n'était plus seulement des menaces d'avocats privés. Maintenant, ils avaient impliqué le gouvernement. « Puis-je voir votre carte d'identité ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. « Bien sûr. » Elle m'a montré une carte d'identité officielle qui semblait authentique. « Je suis l'assistante sociale, Madame Schmidt. »« Puis-je entrer et vous parler ?» Je l'ai laissé entrer, sachant qu'un refus aurait été pire pour mon dossier. Madame Schmidt s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Madame Richter, nous avons reçu des rapports selon lesquels vous avez montré des changements significatifs dans votre comportement financier, que vous avez coupé la communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également dit que vous avez refusé l'aide médicale et légale de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme mentalement dérangée. Je reconnaissais l'écriture de Lena dans la formulation. Elle avait toujours été douée pour manipuler les mots pour obtenir ce qu'elle voulait. « Mademoiselle Schmidt », ai-je dit avec toute la dignité que je pouvais rassembler. « Je voudrais appeler mon avocat avant de répondre à toute question. »« Madame, ce n'est pas un interrogatoire légal, c'est un contrôle de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème de me parler. » La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a exaspéré. C'était la même logique que les abuseurs utilisaient pour justifier leurs invasions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre de la violation de votre vie privée. Mademoiselle, j'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans représentation légale présente. J'ai appelé Emma Don Weber et il est arrivé dans les 20 minutes. Quand il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. « Mademoiselle Schmidt », a-t-il dit après avoir vérifié sa carte d'identité. « J'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour être ici, car ma cliente est sous ma représentation légale et toute enquête non autorisée constitue du harcèlement. »« Monsieur », a répondu Madame Schmidt, avec moins d'assurance qu'avant. « Nous avons des signalements de membres de la famille préoccupés par le bien-être de la dame. C'est notre devoir d'enquêter. » C'est à demander Monsieur Weber sèchement. La même famille qui a essayé de lui faire signer une procuration sans représentation. La même famille qui s'est introduite dans sa maison sans permission et a vérifié ses documents privés. La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent. Monsieur Weber a pris un dossier de sa mallette et l'a posé sur la table. Ici, j'ai la documentation complète de l'abus financier et émotionnel de ma cliente. 33 400 $ qui ont été retirés de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage émotionnel. Si quelqu'un doit être enquêté ici, ce n'est pas ma cliente. Madame Schmidt a examiné les documents avec un malaise croissant. Il était évident que les informations qu'on lui avait données ne correspondaient pas à la réalité qu'elle avait devant elle. « Madame Richter », a-t-elle dit finalement, « pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez abruptement arrêté le soutien financier à votre fils ? » « Parce que j'ai finalement découvert qu'il m'utilisait », ai-je répondu simplement. « Parce que j'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas une mère, mais un compte en banque. »
parce que j'étais fatigué de financer la vie de gens qui me voyaient comme un obstacle. Mais ne pensez-vous pas que c'est votre responsabilité d'aider votre famille? La question m'a indigné. Mademoiselle Schmidt, ma responsabilité en tant que mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour être un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité. C'est mon choix et j'ai choisi de ne plus le faire. Monsieur Weber a interrompu. Mademoiselle Schmidt, considéreriez-vous normal qu'un adulte de 35 ans soit incapable de payer son propre loyer sans l'aide de sa mère de 71 ans? Madame Schmidt n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais voir qu'elle réévaluait toute la situation. Madame Richter, a-t-elle demandé après un moment. Gérez-vous complètement vos propres finances? Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Oui, vivez-vous de manière autonome. Comme vous pouvez le voir, je garde ma maison propre. Je prends soin de moi, physiquement. Je conduis ma propre voiture. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Juste des vitamines et occasionnellement de l'aspirine. Je n'ai aucune condition médicale qui nécessite des médicaments. Monsieur Weber a ajouté, ma cliente vient de subir des examens médicaux approfondis dans le cadre de notre processus légal. Elle est en parfaite condition mentale et physique. Madame Schmidt a fermé son dossier. Madame Richter, sur la base de cette conversation et de la documentation que j'ai examinée, je ne vois aucune indication que vous êtes en situation de risque ou que vous avez besoin d'une intervention. Je vais clore ce dossier. Après son départ, Monsieur Weber et moi sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Renate, a-t-il dit finalement, ça va continuer à s'intensifier. Max et Lena dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin d'essayer de vous faire déclarer incompétente. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont désespérés? Ça veut dire exactement ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent déposer une plainte pour incompétence. C'est cher et difficile à gagner. Mais s'ils trouvent un juge bienveillant et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir qu'un tuteur vous soit assigné. La pensée m'a terrifié. Ils pourraient prendre le contrôle de mon argent. Ils peuvent essayer, mais nous avons des preuves solides que vous êtes complètement compétente et qu'ils sont motivés par la cupidité et non par une préoccupation sincère. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diana pour me défouler. Ma sœur, a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire. Remarques-tu jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils risquent les relations familiales, dépensent de l'argent en avocats et en médecins, détruisent leur propre réputation. Tout ça pour avoir à nouveau accès à ton compte en banque. Ces mots m'ont fait réfléchir. Max et Lena avaient complètement révélé leur vraie nature. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait aucune possibilité de réconciliation sincère. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été de l'argent sur pattes. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Ils avaient prouvé par eux-mêmes que mon bien-être émotionnel et physique était moins important pour eux que mon argent. Ce soir-là, Eleanor est venue me rendre visite avec une surprise. Elle avait invité ses amis du club de jardinage à me rencontrer. Renate m'a-t-elle présenté. Voici mes amis Cynthia, que vous connaissez déjà du salon, Maria, Carmen et Alfreda. Nous avons toutes traversé des situations similaires avec des membres de la famille abusifs. Nous avons passé la soirée à partager des histoires. Maria avait dû établir des limites avec un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé sa relation avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Alfreda avait dû changer son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite.
Ce qui me fait le plus mal, ai-je avoué, ce n'est pas de perdre l'argent que je leur ai donné, mais de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je pensais avoir. Renate, a dit Alfreda avec la sagesse de ses 80 ans. Le véritable amour ne peut ni s'acheter, ni se vendre. Si tu as dû le payer, il n'a jamais été réel. Ces mots ont été un baume pour mon âme blessée. Elle avait raison. J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert? Ai-je dit à mes nouvelles amies, que la solitude entourée de gens qui ne vous aiment pas est pire que d'être seul par soi-même. Au moins, maintenant, quand je suis seul, je suis en bonne compagnie. Tout le monde a ri, et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Cette nuit-là, après le départ de mes nouvelles amies, je me suis assise dans mon jardin pour réfléchir. Les étoiles brillaient plus que jamais. Ou peut-être que je les voyais avec des yeux plus clairs. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'étais complètement seul financièrement. Je n'avais aucune dépendance, aucune obligation financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'enthousiasmait. Je pouvais voyager quand je voulais. Je pouvais rénover ma maison. Je pouvais m'acheter de beaux vêtements. Je pouvais faire des dons à des œuvres de bienfaisance qui étaient importantes pour moi. Je pouvais investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté avait le goût de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, je voulais planifier mon avenir. Un mois après la visite de la psychiatre, je pensais avoir finalement gagné la guerre. J'avais pris un beau rythme de vie. Je prenais tranquillement mon petit déjeuner et lisais le journal. Je m'occupais de mon jardin, déjeunais avec Éléonore ou une de mes nouvelles amies. Et les après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais recommencé à peindre, une chose qui me passionnait avant de devenir la banquière personnelle de Max et Lena. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Monsieur Weber est venu chez moi avec une expression sombre qui m'a glacé le sang. « Renate, nous devons parler. Max et Lena ont déposé une plainte formelle pour incompétence mentale au tribunal de la famille. Ils demandent à ce qu'un tuteur légal vous soit assigné. » Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à voix haute le rendait terriblement réel. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un juge détermine que vous êtes incapable de gérer vos affaires, oui, il pourrait placer Max comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait le contrôle total de vos finances. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, sentant le poids de la trahison la plus profonde que j'avais vécue dans ma vie. Mon propre fils essayait de me déclarer légalement incompétente pour voler mon argent. Monsieur Weber, quelle preuve pourrait-il avoir? Vous avez vous-même vu que je suis complètement compétente. Ils ont des déclarations de 3 témoins qui affirment que vous vous êtes comporté de manière erratique. Ils ont également soumis des factures de médecins impayées que vous n'auriez soi-disant pas payées et des médicaments que vous auriez soi-disant accumulés sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai aucune facture de médecin en souffrance, ni de médicaments accumulés. Je sais, Renate, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont également la déclaration du docteur Lehman qui affirme que vous refusez de coopérer avec une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de subir un examen inutile en preuve d'une maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct pour me protéger d'eux comme preuve que j'avais besoin de protection. Qui sont les 3 témoins? Monsieur Weber a examiné ces documents. Lena, bien sûr, un voisin nommé Monsieur Davis, et quelqu'un qui prétend être votre pharmacien, Monsieur Green. Monsieur Davis était le voisin d'en face, un homme désagréable, qui avait toujours eu des problèmes avec moi, parce que mes amis se garaient parfois devant sa maison. Monsieur Green
était bien mon pharmacien. Mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. J'ai besoin de parler à Monsieur Green, ai-je dit à Monsieur Weber. Quelque chose ne va pas. Nous sommes allés ensemble à la pharmacie cet après-midi-là. Monsieur Green m'a reçu, surpris et nerveux. Madame Richter, c'est bon de vous voir. Comment allez-vous, Monsieur Green? On m'a dit que vous alliez signer une déclaration disant que je montrais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Madame Richter, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines et m'a posé des questions sur vos médicaments. Elle a dit qu'elle était inquiète parce que vous agissiez étrangement. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai expliqué que vous n'achetez que des vitamines et occasionnellement de l'aspirine, que vous n'avez aucune ordonnance médicale régulière, mais elle a insisté pour dire que c'était la preuve que vous ne preniez pas soin de votre santé de manière adéquate. Monsieur Weber a interrompu. Monsieur Green, avez-vous signé un papier? Elle a apporté un document qui disait que je confirmais que Madame Richter avait des achats de médicaments irréguliers. Je pensais que c'était pour son assurance maladie ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été dupé pour signer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. La manipulation de Lena ne connaissait aucune limite. Monsieur Green, ai-je dit, j'ai besoin que vous rédigiez une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et clarifiant que je n'ai aucun problème avec les médicaments. Bien sûr, Madame Richter, je suis terriblement désolé pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés confronter Monsieur Davis. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. « Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Davis ?» a dit Monsieur Weber. « Je crois comprendre que vous avez signé une déclaration sur le comportement de ma cliente. Et vous avez raison, je l'ai fait. Cette femme est folle. Elle agit bizarrement depuis des semaines. Les cris étaient moi défendant ma maison contre les invasions de Max et Lena. Monsieur Davis, ai-je dit, savez-vous pourquoi j'ai installé les caméras? Non, et je m'en fiche, pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille qui se sont introduits chez moi sans permission et m'ont menacé. C'est ce que dirait une folle, a-t-il répondu cruellement. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Sa déclaration était basée sur des observations superficielles, interprétées avec malveillance. Ce soir-là, Monsieur Weber et moi, nous sommes assis pour planifier notre défense. Renate, nous avons besoin de notre propre évaluation psychiatrique. J'ai une collègue, le Dr Moore, qui est une experte dans l'évaluation de la capacité mentale. Elle peut confirmer officiellement que vous êtes complètement compétente. Et si Max et Lena ont soudoyé le juge? Et si rien de tout cela n'importe, parce qu'ils ont déjà décidé de me déclarer incompétente? Renate, le système légal n'est pas parfait, mais il n'est pas complètement corrompu non plus. Nous avons des preuves solides de votre compétence mentale et de leur motivation financière. Nous allons nous battre. Le lendemain, je suis allé à mon rendez-vous avec le Dr Moore. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux gentils, mais astucieux. Madame Richter, je vais vous poser une série de questions et de tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'a posé des questions sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière, ma santé émotionnelle. Elle m'a également fait passer des tests cognitifs et m'a demandé de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Richter, a-t-elle dit à la fin, vos résultats sont bien au-dessus de la moyenne pour votre âge. Vous êtes non seulement mentalement compétente, mais votre fonction cognitive est excellente. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille fait cela? D'après ce que vous m'avez raconté et les documents que j'ai examinés, cela semble être un cas classique d'exploitation financière des personnes âgées. Malheureusement, c'est plus courant que les gens ne le pensent. J'ai quitté la consultation en me sentant validé, mais aussi triste. La confirmation professionnelle de ma santé mentale était un soulagement, mais elle confirmait aussi que le procès était réel et nécessaire. Cet après-midi-là,
Éléonore a organisé une réunion d'urgence avec toutes nos amies du club de jardinage. Quand je leur ai parlé du procès pour incompétence, tout le monde était indigné. « Renate, a dit Maria, nous allons témoigner en votre faveur. Nous sommes avec vous depuis des semaines et n'importe qui peut voir que vous allez très bien. Mieux que très bien, a ajouté Cynthia. Vous avez les idées plus claires et êtes plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Alfreda, avec sa sagesse de 80 ans, a pris mes mains. Renate, ma chère, ce que vos enfants font n'est pas nouveau. Pendant des générations, des enfants avides ont essayé de faire déclarer leurs parents fous pour obtenir leur argent. Mais vous avez quelque chose que beaucoup de ces victimes n'avaient pas. La documentation, le soutien légal et des amis qui peuvent témoigner pour vous. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Je n'étais pas seul dans ce combat. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient été témoins de ma transformation de première main. Vous savez ce qu'il y a de plus triste dans tout ça? Ai-je dit. C'est que Max et Lena sont prêts à détruire toute future possibilité de réconciliation pour de l'argent. Même si j'étais prête à tout pardonner jusqu'à présent, il n'y a plus de retour en arrière possible après ça. Et peut-être que c'est pour le mieux, a répondu Cynthia. Au moins maintenant, vous savez exactement qui ils sont et vous pouvez agir en conséquence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai vraiment pleuré. Non par tristesse, mais par deuil. J'ai dit mes adieux définitifs au fils que je pensais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque. Mais quelque chose de nouveau a également émergé en moi. Une détermination de fer à ne pas me laisser dépouiller, non seulement de mon argent, mais aussi de ma dignité et de ma liberté. La guerre avait officiellement commencé, mais j'étais prête à me battre. Le procès est arrivé 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé tôt, j'ai mis mon meilleur tailleur noir, et je me suis regardé dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, non seulement ma capacité mentale serait jugée, mais aussi ma dignité en tant que personne, mon droit de vivre libre de tout abus, ma valeur au-delà de mon compte en banque. M. Weber est venu à 7 heures du matin pour revoir notre stratégie une dernière fois. Renate, rappelez-vous, la charge de la preuve leur incombe. Ils doivent prouver que vous êtes incompétente. Nous n'avons qu'à montrer que vous ne l'êtes pas. Et si le juge est déjà partial? Le juge Miller a la réputation d'être juste. J'ai fait des recherches sur ses cas passés et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il est dédié à la protection des droits des personnes âgées. Nous sommes arrivés au palais de justice à 9 heures du matin. Dans le couloir, j'ai vu Max dans un nouveau costume qu'il a probablement acheté pour l'occasion et Lena vêtue de noir comme si elle était à un enterrement. C'en était peut-être un, l'enterrement de notre relation familiale. Quand nos regards se sont croisés, Max a évité mon regard, mais Lena a soutenu le mien avec une froideur qui confirmait que pour elle, ce n'était qu'une transaction commerciale. Leur avocat était un homme plus âgé, élégant, avec le genre de confiance qui vient du fait d'avoir gagné des cas similaires auparavant. Quand il a commencé sa déclaration liminaire, sa stratégie était claire, me dépeindre comme une vieille femme confuse qui avait été manipulée par des étrangers pour l'aliéner de sa famille aimante. « Votre honneur », a-t-il dit d'une voix solennelle, Madame Renate Richter a montré un déclin mental clair ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans explication rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles en raison de paranoïa et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent manifestement de sa situation vulnérable. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour faire passer mon autonomisation pour de la démence et ma liberté pour de la manipulation externe. Puis, ils ont appelé leurs témoins. Lena a été la première à témoigner, et sa performance était digne d'un Oscar. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais complètement changé, comment j'étais devenu hostile et paranoïaque,
comment je m'étais isolé de la famille qui m'aimait. Votre honneur, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Renate a toujours été comme une deuxième mère pour moi. Voir son déclin mental a été dévastateur. Nous voulons juste l'aider à obtenir les soins dont elle a besoin. Mensonge enveloppé dans des larmes convaincantes. Tant M. Weber l'a contre-interrogé, les fissures dans son histoire ont commencé à devenir visibles. Madame Schuster, pouvez-vous dire à la cour quelle est la dernière fois où vous avez appelé ma cliente sans lui demander de l'argent? Lena a bégayé. Eh bien, nous parlions toujours de beaucoup de choses. Pouvez-vous me donner une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes. Dilly, vous et votre mari, vous êtes mariés sans inviter ma cliente. C'était une très petite cérémonie. Est-il vrai que lorsque ma cliente vous a posé des questions sur le mariage, vous lui avez dit que vous n'aviez invité que les personnes spéciales? Le visage de Lena est devenu rouge. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Quel serait le bon contexte pour dire à votre belle-mère qu'elle n'est pas une personne spéciale? Elle n'a pas pu répondre de manière convaincante. Max est passé ensuite. Le voir à la barre des témoins, jurant de dire la vérité tout en se préparant à mentir sur ma santé mentale, a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie. C'était le garçon que j'avais élevé seul, celui à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, a-t-il témoigné. Mais dernièrement, elle est devenue erratique et irrationnelle. Nous croyons qu'elle est manipulée par des gens qui profitent d'elle. Bonne amie qu'elle a contre-interrogé. Le masque est tombé complètement. Monsieur Richter, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère au cours des 3 dernières années? Je ne connais pas le montant exact. 33 400 $, vous semble-t-il à peu près exact? Peut-être qu'elle a toujours été généreuse. Et combien de fois avez-vous rendu visite à votre mère sans lui demander de l'argent? Le silence était assourdissant. Est-il vrai que vous et votre femme vous êtes introduits dans la maison de ma cliente sans permission et avez vérifié ses documents privés? Nous nous inquiétions pour elle. Est-il vrai que vous avez amené un avocat pour la forcer à signer une procuration? Nous voulions l'aider à gérer ses finances. Avez-vous besoin, à 35 ans, de l'aide de votre mère de 71 ans pour payer votre loyer? Max n'a pas pu répondre avec dignité. Davis a témoigné sur mes prétendus comportements erratiques, mais lorsque M. Weber lui a demandé des détails, il a admis qu'il ne m'avait jamais parlé directement et que toutes ces informations étaient basées sur des observations superficielles. Le docteur Lehmann a témoigné que mon refus de subir une évaluation était une preuve de déclin mental. Mais M. Weber a soumis la documentation de notre évaluation avec le docteur Moore, ce qui a complètement réfuté ses conclusions. Puis, ce fut notre tour. M. Weber a d'abord appelé M. Green, mon pharmacien, qui a expliqué comment il avait été dupé pour signer une déclaration qui déformait mes habitudes d'achat de médicaments. Le docteur Moore a témoigné sur mon excellent état mental et a présenté les résultats des tests cognitifs qui avaient été impeccables. Monsieur Sommer de la quincaillerie a témoigné de ma compétence mentale et a expliqué que mes décisions d'annuler les virements automatiques étaient complètement rationnelles et avaient été traitées correctement. Eleanor et mes amis du club de jardinage ont témoigné de ma clarté, de ma vitalité retrouvée et de ma capacité à maintenir des relations sociales saines. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levé avec dignité et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins, sentant le poids de 71 ans d'expérience, de sagesse acquise par la douleur, de force découverte dans l'adversité. Monsieur Weber m'a guidé à travers mon témoignage, me laissant raconter toute mon histoire. Les 33 400 $ dépensés en 3 ans. L'humiliation d'être exclu du mariage. La manipulation émotionnelle constante. La violation de ma vie privée. Les menaces légales. Madame Richter a finalement demandé Monsieur Weber. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter le soutien financier à votre fils et à votre belle-fille? Parce que j'ai finalement compris que ce que j'obtenais d'eux n'était pas de l'amour. Ai-je répondu d'une voix claire et forte.
C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était le bienvenu, mais moi, en tant que personne, je ne l'étais pas. Regrettez-vous votre décision? Je regrette seulement qu'il m'ait fallu si longtemps pour la prendre. L'avocat de Max a essayé de me faire paraître confuse pendant son contre-interrogatoire. Mais j'ai répondu à chacune de ses questions avec clarté et précision. Quand il a essayé d'insinuer que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulé, je lui ai expliqué que pour la première fois depuis des années, j'avais des relations basées sur le respect mutuel et non sur l'intérêt financier. Dans sa plaidoirie de clôture, l'avocat de Max a insisté sur le fait que j'étais une victime de manipulation externe. La réfutation de M. Weber a été dévastatrice. Votre honneur. Ce que nous avons vu ici n'est pas le cas d'une vieille femme incompétente, mais celui d'une femme qui a finalement trouvé la force de se libérer d'années d'abus financiers et émotionnels. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incompétence mentale. Ce qu'ils ont présenté, c'est la frustration parce que leur source de revenus a décidé d'exercer son droit légal et moral de protéger ses propres ressources. Le juge Miller s'est retiré pour délibérer pendant 2 heures, qui ont semblé 2 ans. Quand il est revenu, son expression était sérieuse, mais claire. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a-t-il commencé, il est évident pour cette cour que Madame Renate Richter est en pleine possession de ses facultés mentales. Les évaluations psychiatriques professionnelles confirment sa compétence cognitive. Ses décisions financières, aussi douloureuses soient-elles pour sa famille, sont complètement rationnelles et dans ses droits. Mon cœur a commencé à battre plus vite. De plus, a poursuivi le juge. Les preuves suggèrent que cette poursuite est motivée par un intérêt financier plutôt que par une préoccupation sincère pour le bien-être de Madame Richter. La Cour rejette complètement la demande de tutelle. J'avais gagné. J'avais non seulement gagné le procès, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre libre de l'abus de ceux qui étaient censés m'aimer. Quand nous avons quitté le palais de justice, j'ai vu Max et Lena parler avec colère à leur avocat. Lena m'a lancé un regard de haine pure avant de s'éloigner. Max m'a regardé une dernière fois. Et pendant 1 seconde, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret. Mais c'était déjà trop tard. Cette nuit-là, Hélène Lanard a organisé une fête chez moi avec toutes nos amies. Nous avons trinqué à la justice, à la liberté, à la sororité des femmes fortes qui se soutiennent mutuellement. Renate m'a dit Alfreda, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement gagné un procès, vous avez regagné votre vie. Elle avait raison, pour la première fois depuis des années, l'avenir était complètement le mien. Je pouvais voyager, je pouvais aimer, je pouvais créer, je pouvais vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans un bel appartement près du centre-ville. J'ai fait don de la moitié de mon argent à des organisations qui protègent les personnes âgées contre l'abus familial. Avec l'autre moitié, j'ai commencé à vivre la vie que j'avais toujours voulu. J'ai voyagé à travers l'Europe, j'ai pris des cours d'art et j'ai rejoint des groupes de bénévoles. Je n'ai plus jamais entendu parler de Max et Lena. J'ai entendu dire par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Lena avait trouvé un travail pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'aurait jamais pu, la valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certaines nuits, quand je regarde les étoiles depuis mon nouveau balcon, je pense à la femme que j'étais il y a 1 an, craintive, manipulée, croyant que je devais acheter l'amour. Cette femme est morte, et à sa place, quelqu'un est né qui a compris une vérité fondamentale. Le véritable amour n'a jamais de prix, et la liberté n'est jamais trop chère. Mon nom est Renate, j'ai 72 ans, et j'ai finalement appris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger est moi-même. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en faisant un don pour que je puisse écrire plus d'histoires.
Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais connaître votre opinion, alors partagez-la avec moi dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez et écrivez-moi aussi où vous avez entendu cette histoire. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires qui vous attendent. Avec mes salutations sincères, à la prochaine.